Avec Marceau. Radio X. Hey, on a beaucoup de propositions de chansons d'amour pour ce soir. J'espère que ça vous a inspiré. Puis, écoute, il est peut-être trop tard, mais on aurait dû faire un top 10 ou un top 30 des chansons d'amour puis les mettre d'avance sur notre page Facebook Marceau Soir. Quoique, il y en a déjà de visibles, donc ça vous tente d'aller les voir. Marceau Soir sur Facebook. On vous présente la prochaine chronique. C'est l'enquêteur du paranormal et les journalistes, chroniqueurs, auteurs et conférenciers. Christian Page, salut! Salut Yannick. Bonne Saint-Valentin, mon ami. Ben, merci. T'as-tu fêté ça comme nous autres en écoutant des tunes tristes? Puis des tunes d'amour, en fait? Ben, des tunes d'amour, c'est pas des tunes tristes, tu sais. Ouais, mais des fois, quand t'es seul, tu sais, c'est plate. Ouais, c'est sûr que quand t'es tout seul, tu te mets pas, moi, je t'aime, moi non plus, de Serge Gainsbourg, tu sais. on est d'accord, tu sais. Mais le je t'aime, moi non plus, ça, c'est la tienne, ça? Non, moi, je te dirais que, bon, je suis un petit peu plus vieux que toi, là. Moi, une chanson, pour moi, un slow qui m'a marqué, là, c'est dans les années 70, une chanson d'Engelbert Humperdinck qui s'appelait After the Loving. After the Loving. Ouais, The Lovin', L-O-V-I-N, After the Lovin'. OK. Et ça, je me rappelle 2-3 fois là, des slows assez torrides sur cette air. Puis c'est souvent quand on était adolescent. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est sur le plan sociologique, c'est la musique qui va nous marquer, hein. Généralement, la musique que tu écoutais quand tu étais adolescent, c'est une musique qui va rester presque le restant de tes jours. C'est donc les gens comme moi, par exemple, dans ma génération, fin des années 70, début des années 80, on écoutait du Led Zeppelin, du rock and roll, et cette musique-là va toujours avoir un aspect beaucoup plus enivrant que d'autres genres de musique. Elle nous a marqué, elle a marqué une génération. Il y a des souvenirs qui sont attachés à ça. Et évidemment, on a découvert nos personnalités, notre sexualité à travers cette musique-là, bien souvent. Ça nous rappelle tellement de beaux souvenirs. Exact. Je vais te la faire entendre. T'es-tu prêt? Bon, ben allez, ouais, vas-y. T'avais-tu réussi à Frencher ou ben? Ah, OK, plus que ça, mon ami. Oh! Milieu des années 60. Les deux étaient des Britanniques. C'était durant ce qu'on a appelé l'invasion britannique, là, où effectivement l'Amérique s'ouvrait à la musique britannique, puis qui avait quand même un pas d'avance hein, sur nous, là, au niveau des innovations musicales. T'sais. C'était vraiment magnifique. T'sais. Ah, peut-être qu'un jour ça reviendra. Mais pour l'instant, on doit se concentrer sur Justin Bieber. D'autres choses, hein? Il y a des moments noirs comme ça de notre vie. Hey, tu voulais nous parler de médium et de sous-marin, mon ami. Ben oui, écoute, je sais pas s'il faut voir là-dedans un état de désespoir total, mais ce sont les autorités argentines, qui ont décidé de faire appel à une sensitive, là, une voyante ou une clairvoyante, appelle-la comme tu voudras, pour essayer de retrouver l'un de ces sous-marins qui est disparu il y a 2 mois. OK. Donc, je te rappelle un peu les événements. On parle ici d'un sous-marin qui s'appelle le Ara San Juan. Il est disparu le 15 novembre dernier avec 44 membres d'équipage à bord. Et à ce moment-là, le sous-marin se trouvait à 430 km des côtes argentines. Il participait à une sorte d'opération de surveillance. Et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les communications ont été coupées brusquement et depuis, on est sans nouvelles du sous-marin. On a tenté, selon les experts, le sous-marin aurait implosé. Donc, la pression aurait fait que le sous-marin aurait éclaté et, évidemment, tous les marins sont morts à bord de manière soudaine. Et là, quelque part sur le fond, sur le plancher de l'océan, l'épave gît quelque part. Et tu comprends que pour les familles des marins perdus, tant ou si longtemps qu'on n'aura pas retrouvé l'épave, pour eux, ça devient un peu une question essentielle pour pouvoir entreprendre le deuil. Alors là, les autorités argentines ont tenté toutes les recherches possibles pour essayer de retrouver la dite épave en question. Ils n'y sont pas parvenus. Alors là, ils ont reçu un coup de fil il y a quelques jours d'une femme, une clairvoyante, qui se fait appeler Maricel. Et cette dame-là dit avoir des dons de voyance et elle prétend avoir, par ses dons psychiques, localisé le sous-marin en question.
Alors, évidemment, on peut prendre ça presque à la rigolade, et pourtant, les autorités argentines ont fait savoir que non seulement ils prenaient pas ça à la rigolade, mais que dans l'état actuel dans l'état actuel des recherches, ils ne rejetaient aucune aide, et même si cette aide-là semblait un petit peu inhabituelle, et non seulement ils ne la rejettent pas, mais il y a quelques jours à peine, ils ont annoncé, donc ça, ils annonçaient la semaine dernière, et 2 jours plus tard, ils annoncent qu'un navire a appareillé depuis l'Argentine à destination de la zone de recherche avec la dite Maricel à son bord, qui devra éventuellement guider le navire de recherche sur le site du naufrage, en tout cas du site du naufrage que elle prétend avoir localisé par ses dons psychiques. Elle les a localisés par ses dons psychiques. Elle dit avoir localisé le sous-marin par ses dons psychiques. Là, on sait que le bateau a appareillé. Ouais. Il va prendre quand même 2-3 jours à se rendre sur le site des recherches. Il faut supposer qu'il y aura quand même quelques jours de tentatives avec des appareils, des magnétomètres qu'on va placer sous l'eau dans l'espoir de localiser l'épave. Mais il faut quand même faire confiance en tabarouette, mon cher Christian, parce que honnêtement, il y a des coûts rattachés à ça, là, une sortie avec l'équipage et tout ça. Ridicule. Moi, je veux dire, quand j'ai lu la nouvelle, j'ai vérifié, j'ai dit, est-ce que c'est on sait qu'actuellement, il y a plein de fake news, ouais. Là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un fake news? Non, je suis allé voir sur le site de l'armée argentine, puis effectivement, la nouvelle est là, c'est tout à fait fondé, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, je veux dire, utiliser un médium pour essayer de localiser une épave, jusqu'à maintenant, on n'a pas de... Il n'y a pas de précédent. C'est-à-dire que, tu sais, il y a plein de médiums qui ont donné des informations où se trouvait, par exemple, le vol MH370 de la Malaysian Airlines. Oui. On ne l'a pas trouvé. Il y a toutes les fois où il y a des trucs comme ça qui se passent, il y a toujours une flopée de médiums qui se présentent en disant j'ai des informations. Mais jusqu'à date, ces informations-là n'ont jamais conduit à la découverte ou à la localisation d'une épave ou d'une personne disparue ou quelque chose du genre. Tu sais, ça reste rarissime. Et même quand c'est rarissime, on peut se demander si c'est pas une simple question de hasard qui fait que ça a fonctionné. En tout cas, bref, tu l'as mentionné, c'est vrai que déplacer tout un équipage, un navire, avec tout ce que ça représente comme logistique, il y a un coût associé à ça. Et d'autant plus que ce déplacement-là, il se trouve, en fait, la zone de recherche qu'elle a indiqué aux autorités argentines où semblerait se trouver l'épave du sous-marin est beaucoup plus au nord que l'endroit où les équipes de recherche s'activent depuis maintenant quelques mois dans l'espoir de retrouver le sous-marin. Depuis en fait presque 3 mois maintenant. Et donc là, on déplace le champ de recherche de plusieurs centaines de kilomètres. Ben là, je me demande effectivement quel va être le coût de ça, et en tout cas, j'espère que le résultat sera positif. Tu parlais du fameux vol MH370. Bon, il y a eu plusieurs recherches. D'ailleurs, il y a un bateau dans les dernières heures, dans les dernières semaines, qui était parti à la recherche de ce fameux vol MH310 qui a aussi disparu des radars. Voilà, et ça a alimenté, là, la semaine dernière, on a parlé à peu près que de ça. En fait, puis là, évidemment, j'explique un peu je rappelle aux gens là qui auraient un peu perdu le fil de l'actualité. C'est ça, on parle ici de ce fameux vol, le vol MH370. C'était un Boeing 777 de la Malaysian Airlines. Il est disparu dans la nuit du 7 au 8 mars 2014 avec 239 passagers à son bord. Et ce que l'on sait, c'est que l'appareil a comme rebroussé chemin. Il faisait un envolé de la Malaisie, en fait, de Kuala Lumpur. Il devait se rendre à Pékin. Et il faisait un envolé de Kuala Lumpur à Pékin. Et à un moment donné, à peu près 1 heure après son départ, il a rebroussé chemin et s'est engagé au-dessus de l'océan Indien. À son bord, quelqu'un a désactivé les balises de signalisation, les transpondeurs, et ça ne peut se faire que de manière volontaire. C'est pas un bris mécanique, là. Quelqu'un à bord a volontairement désactivé les balises de signalisation. J'explique ici aux gens pour le besoin, là, quand on regarde un écran radar dans un aéroport, il est faux de croire que le radar nous montre ce qui se trouve dans le ciel. C'est pas ça que le radar il fait. Le radar, en fait, il reçoit une information qui est transmise par les avions. Donc, dans la queue des avions, généralement, il y a une espèce de balise qui s'appelle le transpondeur.
cette balise-là envoie une information qui dit « Je suis le vol numéro un tel, je me trouve à telle altitude, je me déplace à telle vitesse. » Et à partir de cette information-là, le radar retranspose sur l'écran l'endroit où se trouvent ces avions. Tu comprends que si tu coupes le transpondeur, le radar ne te détecte plus. C'est ce qui s'est passé lors de ce vol du MH370. Quelqu'un à bord a désactivé la balise de signalisation. Et là, on a perdu évidemment les traces du vol. On n'a aucune idée où l'avion, on se doute bien que l'avion a dû s'abîmer en mer. On n'a pas retrouvé l'appareil. Pratiquement 1 an après la disparition du vol, on a retrouvé des petits débris, dont un des volets de ce qui semblait être l'avion, sur la côte est de l'Afrique, notamment à l'île de la Réunion. Ce qui vient confirmer l'hypothèse que l'avion se serait abîmé en mer. Mais on ne sait pas exactement où, et bien sûr, on ne connaît pas les motivations, on n'a absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Comment cet avion-là a disparu, c'est devenu le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Oui, puis moi, ce que j'avais appris à ce moment-là, même en ayant, écoute, je peux voler des avions, pas des Boeing, mais je peux voler des avions. J'ai mon permis de pilote privé, mon permis de pilote commercial, et j'étais persuadé que partout sur la Terre, peu importe où tu allais en avion, les radars te suivaient, mais il y a des zones qui sont mortes. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes par les tours de contrôle, exemple. Et c'est notamment cette zone-là où l'avion a disparu est l'une de ces zones qui est une zone morte. Et tu l'as mentionné, donc depuis, on a fait des recherches et puis éventuellement, on a abandonné ces recherches parce qu'on n'avait pas réussi à retrouver l'appareil. Des recherches qui avaient été notamment menées par la Malaisie, par plusieurs pays, mais principalement par la Malaisie et l'Australie. Et puis, on a abandonné les recherches qui avaient quand même coûté des centaines de millions sans qu'on ait trouvé l'épave. Et puis, voilà que le gouvernement malaisien, lui, bien sûr, offre 70 millions de dollars à quiconque va localiser l'épave. Donc, l'offre est offerte. Et donc, depuis le début de l'année, une compagnie américaine, Ocean Infinity, une compagnie du Texas, ont envoyé sur place, en fait, sur le champ de recherche, ils ont réévalué les données et à partir de ces données-là et d'autres informations qui avaient été transmises par les services de renseignement britanniques à partir de relevés satellites, on a envoyé un navire qui s'appelle le Seabed Constructor de la compagnie Ocean Infinity qui se trouve sur place et qui, lui, va tenter de retrouver l'épave. Il ne va collecter l'argent que s'il y a du résultat. Et voilà que la semaine dernière, alors que lui aussi les navires, on comprend que pour les avions, mais pour les navires c'est un peu la même chose, ils sont suivis au radar ou par satellite parce qu'ils ont des balises à leur bord. Et voilà que ce navire de la compagnie Ocean Infinity, le Seabed Constructor, a cessé d'apparaître sur les radars pendant 3 jours. Là, on sait qu'il est à la recherche du MH370 et soudain, le navire disparaît des écrans. On est sans nouvelles de lui. La compagnie Ocean Infinity ne donne aucune information. Alors, tu comprendras que les gens qui suivaient l'état de la recherche ont commencé à spéculer qu'est-ce qui se passe. Ouais. Est-ce que cette région-là du monde sera un nouveau triangle des Bermudes? Ouais. Et voilà que trois jours plus tard, le navire réapparaît. Et ce n'est finalement, il y a quelques jours, en fait, en fin de semaine dernière, que finalement la compagnie Ocean Infinity a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. En fait, ils ont volontairement désactivé la balise pour la simple et bonne raison qu'ils ont localisé, non pas l'épave, mais ils ont localisé dans les fonds marins des éléments qui étaient intéressants. Okay. Et comme le navire a cessé d'avancer, de bouger, la compagnie a décidé, on dit, si des gens suivent les évolutions du navire et on voit que le navire s'immobilise et s'arrête pendant de longues heures, ça pourrait donner l'impression qu'on a trouvé quelque chose, qu'on a trouvé l'épave et donner de faux espoirs aux familles des disparus. Okay. Alors, ils ont préféré couper la balise de transmission pour que le navire disparaisse, sans se douter qu'en faisant ça, en fait, ce serait l'effet inverse qui provoquerait. Parce que tu comprendras le fait que le navire disparaît des écrans et des relevés satellites, ben, aussitôt, ça a soulevé davantage de questionnements et ça a attiré davantage l'attention des familles des disparus que s'ils avaient simplement immobilisé le navire. Fait que, bref, alors qu'on a voulu bien faire, l'effort était tout à fait louable, mais la conséquence a été, somme toute, plus médiatisée encore que qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette mystérieuse disparition pendant 3 jours, qui n'avait finalement rien de très mystérieux
et rien de très surnaturel. Mais tu sais, Christian, tu sais que j'ai absolument rien de complotiste en moi, là, mais quand on m'a appris que le vol MH370 avait disparu sans laisser de traces, écoute, c'était en 2014. Ça avait été en 1980, j'aurais compris, mais j'étais persuadé que toute la Terre au grand complet était quadrillée puis était vérifiée par des satellites, que ce soit des satellites américains ou des satellites autres, là. J'étais persuadé que tous les avions qui étaient dans le ciel étaient contrôlés. OK. Puis ce qu'on nous a appris en 2014, je sais pas s'ils se sont améliorés depuis, c'est qu'il y a certains moments au-dessus de certains océans où tu es complètement dans le noir, tout simplement. Uh-huh. Puis t'attends d'être rendu l'autre bord, puis là, ben tu vas communiquer avec la tour de contrôle. Mais 2 heures, 3 heures sans aucune communication, c'est la première fois que j'entendais ça. Ouais, mais tu sais que tu parlais qu'on peut contrôler les avions dans le ciel. Tu sais qu'il y a une nouvelle hypothèse tu parlais des conspirationnistes. La nouvelle hypothèse qui a été lancée depuis quelques jours, en fait, elle a été lancée par un type qui connaît bien quand même le domaine de l'aviation, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Beneath Another Sky, un type qui s'appelle Norman Davis, qui n'est pas forcément un théoricien du complot, mais qui a proposé une hypothèse et qui a été vite récupérée par les tenants des théories du complot. Tu sais que depuis le 11 septembre 2001, les compagnies, les fabricants d'avions, et notamment la compagnie Boeing, ont installé dans les avions un système qu'on appelle le système Honeywell. Et le système Honeywell permet de prendre le contrôle de l'appareil depuis le sol. OK. Donc, tu coupes les commandes à l'intérieur de l'avion. Les gens à l'intérieur de l'appareil ne peuvent plus le contrôler. Donc, même si tu avais un terroriste, les commandes ne répondent plus aux manœuvres qui sont imposées depuis le cockpit. Et à partir de ce système Honeywell, donc, tu peux ramener l'avion et le contrôler, l'amener ailleurs. Alors, l'hypothèse proposée par ce type, Norman Davies, et qui est reprise par les théoriciens du complot, c'est que l'appareil, le MH370, était équipé de l'un de ces systèmes Honeywell. Alors, l'idée est que des gens auraient pu prendre le contrôle de l'appareil et le détourner, puis là c'est un peu stupide, mais enfin, on l'aurait détourné vers l'Antarctique. Des terroristes l'auraient détourné vers l'Antarctique pour pouvoir éventuellement récupérer l'appareil et l'utiliser à d'autres fins. Bon, disons que l'Antarctique n'est pas le meilleur endroit pour aller se poser. Je vois mal comment on aurait aménagé une piste d'atterrissage sans se faire remarquer, d'autant plus que les peu d'installations qu'il y a là-bas sont contrôlées par la plupart, ce sont des installations soit américaines ou soviétiques ou britanniques. Ça me paraît un peu invraisemblable. Mais enfin, c'est la nouvelle théorie du complot qui circule en ce moment. L'appareil aurait été détourné vers l'Antarctique à partir de ce système Honeywell qu'on retrouve dans les avions. On aurait peut-être trouvé les restes d'Amelia Earhart. Est-ce que tu connais Amelia Earhart? Je la connais parce que tu m'en as parlé à l'émission. Voilà. Donc, Amelia Earhart, je comprends que pour beaucoup de gens, le nom ne dit rien, mais Amelia Earhart était de son temps une super vedette. C'était une femme, on faut se rappeler, là, on est à la fin des années 20, début des années 30, c'est l'âge d'or de l'aviation. Amelia Earhart est l'une de ces aviatrices. C'est un monde qui est dominé par les hommes, mais elle va battre des records de vitesse, des records d'altitude. Elle devient la première femme à traverser l'Atlantique. C'est une véritable vedette. Elle est de toutes les soirées mondaines. Elle a parmi ses amis proches le président des États-Unis, le président Roosevelt, son mari George Putnam, un éditeur célèbre aux États-Unis. Elle fait partie du gratin. C'est vraiment une super vedette américaine. Et puis, en 1937, elle décide de faire un exploit que personne n'a jamais tenté avant elle, faire le tour du monde à bord d'un avion en passant par l'équateur. Évidemment, on dit ça aujourd'hui, on est en 2018, ça semble un peu ridicule, mais en 1937, c'était un exploit colossal d'imaginer pouvoir faire le tour du monde avec un avion en passant par l'équateur. Donc, elle monte à bord de cet appareil, il s'agit d'un petit Lockheed Electra qui a été spécialement modifié pour s'être équipé. Elle a avec elle un navigateur, un type qui s'appelle Fred Noonan, et ils vont décoller de la Floride, et là, un peu en suivant l'équateur, ils vont gagner l'Europe, l'Inde, etc. Et puis on arrive en cette journée du 2 juillet 1937. En début de matinée, elle quitte La Haye en Nouvelle-Guinée et elle doit se rendre dans le Pacifique Sud où elle doit atterrir sur une petite île. C'est vraiment un grain de sable au milieu de l'océan, une île qui s'appelle l'île de Howland,
qui est la propriété qui est contrôlée par les Américains. On y a aménagé une piste d'atterrissage. L'avion doit se poser, elle doit faire le ravitaillement de l'appareil et ensuite repartir vers les îles Hawaï et ensuite la Californie et elle aura complété son tour du monde. Dans l'île, juste en avant de l'île, mouille un bateau de surveillance de la garde de la US Navy qui s'appelle l'Itasca. Et puis, quelque part, durant cette envolée, il y a quelque chose qui va clocher. À un moment donné, Amelia Earhart tente de communiquer avec l'Itasca. Visiblement, sa ligne de transmission fonctionne, mais la ligne de réception est endommagée. Donc, les gens sur le navire, l'Itasca, l'entendent. Elle dit « Je cherche ma position, on est perdu, on est incapable de se guider. » Elle demande des informations pour qu'on l'aide à la ramener vers l'île d'Orland. Mais toutes les tentatives pour communiquer avec l'appareil vont rester vaines et puis l'avion disparaît. Jusqu'à l'histoire du MH370 qu'on a parlé il y a quelques minutes, la disparition d'Amelia Earhart demeurait le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Toutes sortes de Sherlock Holmes en herbe se sont penchés là-dessus, à savoir qu'est-ce qui peut arriver de l'aviatrice. Des hypothèses voulaient qu'elle aurait été capturée par des Japonais, elle aurait été exécutée. Encore l'an dernier, il y a eu un reportage. Parce qu'elle aurait tenté de cartographier puis de prendre des photos. Exact. Voilà, donc on a toute cette partie-là. Les îles Marshall, par exemple, étaient dominées notamment par les Japonais. On était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On sait qu'il y avait un bras de fer qui se jouait entre les États-Unis, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne. Donc on supposait que peut-être Amelia Earhart était dans une espèce de mission secrète pour photographier l'occupation japonaise dans cette région-là du monde. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse dominante, on dit bien l'hypothèse dominante, c'est qu'elle se soit écrasée ou dans l'océan, quelque part au sud des îles de l'île Holland. Et là, il faut savoir qu'on a tout un groupe d'îlots abandonnés. Ce sont des îles qui sont inhabitées, qu'on appelle les îles Phoenix. Donc, quelque part, elles auraient peut-être tenté de se poser, tenter un amérissage près des îles Phoenix. Mais inutile de dire que toutes les hypothèses, toutes les recherches menées jusqu'à maintenant n'ont pas permis de trouver des preuves concluantes qu'Amelia Earhart se soit écrasée dans ce coin-là. Néanmoins, une île, en particulier l'île de Nakumaroro, a suscité plus d'intérêt de la part des chercheurs. Pourquoi? Parce que, en regardant les données de vol, c'était peut-être le point le plus vraisemblable qu'elle aurait pu tenter de rejoindre. Et là, on apprend, écoute, c'est quand même une affaire incroyable, on apprend qu'on a peut-être les ossements d'Amelia Earhart depuis 1940. Oh. En fait, il faut savoir que dans l'histoire de l'île, je le rappelle, l'île de Nekumaroro est une île inhabitée. Or, en 1940, un groupe de Britanniques sont allés dans l'île dans l'espoir, en fait, d'évaluer le terrain pour voir s'il n'était pas possible de coloniser l'île avec des insulaires polynésiens. Et alors qu'il y avait ce petit groupe qui se trouvait dans l'île, on tentait donc un début de colonisation, des insulaires ont dit à un des responsables qu'en fouillant dans l'île, ils avaient trouvé des ossements. Et aux côtés de ces ossements, il y avait une boîte de sextant, il y avait une bouteille d'alcool. Les ossements, on parle ici à peu près de 13 os qui a été retrouvé. Des gros os, là. On parle par exemple 2 fémurs, on parle de l'humérus, un tibia, et le crâne. Et on avait trouvé aux côtés de ces ossements-là une chaussure qui semblait être une chaussure de femme. Ces ossements-là ont été mis dans une boîte, ont été envoyés ont été remises à l'administrateur de l'île, un certain M. Gallagher, qui les a envoyés finalement aux îles Fidji. À ce moment-là, on est en 1940, donc on est 3 ans après la disparition d'Amelia Earhart. Lorsque les os sont arrivés aux îles Fidji, il y avait déjà une rumeur qui circulait qu'il s'agissait peut-être des ossements d'Amelia Earhart. Peut-être qu'elle avait finalement tenté un amérissage et peut-être qu'elle avait échoué sur l'île, un peu comme une naufragée, un peu comme Tom Hanks dans le film Seul sur son île. Là. Ouais. Et donc, mais les ossements avaient été remis à un médecin légiste aux îles Fidji qui, lui, avait analysé les os et avait conclu qu'il devait s'agir des ossements d'un homme d'âge moyen, probablement européen ou peut-être un métissé entre un Européen et un insulaire de la Polynésie. Donc, merci, bonsoir, fin du dossier. Sauf que la médecine légale en 1940 n'était pas ce qu'elle était ou n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Et voilà que vient d'être publié dans un journal, un périodique scientifique de l'Université de la Floride, le Forensic Journal. On vient de publier un article dans lequel des médecins légistes se sont penchés sur les données transmises, parce qu'on n'a plus les os. Les os ont été perdus. Mais on a encore le rapport du légiste en 1941 qui avait publié son rapport sur l'analyse des ossements. Et quand on regarde son rapport, on s'aperçoit qu'il a commis des erreurs, mais qui étaient des erreurs fréquentes qu'on commettait à l'époque parce que c'était le début de la médecine légale. Donc, on supposait que si le fémur avait telle longueur, il fallait multiplier par 2,3 la grandeur de l'individu. Tu vois, donc une série de calculs comme ça qui ont été un peu peaufinés avec les années. Et quand on refait ces corrections-là, crois-le ou non, on arrive à la grandeur d'un squelette qui correspond à 99% au squelette d'Amelia Earhart. Oh. Donc là, non seulement on est en mesure de dire que les ossements trouvés sur l'île de Nakumaroro en 1940 étaient possiblement ceux d'une femme européenne, mais non seulement ceux d'une femme européenne, mais dont le gabarit correspondait à peu près à la taille d'Amelia Earhart. Donc, en fait, le plus grand mystère de l'aviation, mis à part le MH370, et dormait peut-être dans les archives depuis 1940, sans qu'on le sache à ce moment-là. Donc, les fameuses rumeurs, les fameuses hypothèses qui disaient elle aurait peut-être été pris par les Japonais parce qu'on pensait qu'elle faisait des vols d'espionnage pour savoir ce qui se passait exactement. Les hypothèses qui disaient l'avoir vu dans un pass. Il n'y a pas une photo qui avait été prise? Ouais, voilà. Donc, l'an dernier, c'est ce que tu mentionnes. Donc, c'est une photographie qui avait été présentée, qui avait été trouvée, qui avait été présentée dans un documentaire à Historia où on voyait une femme et un homme sur un quai quelque part dans les îles Marshall. Et on nous disait, tiens, c'est vrai que les deux personnages étaient très éloignés de l'appareil photo, donc impossible d'avoir du détail. Mais on voyait quand même qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme de type européen parmi des gens locaux qui visiblement étaient, eux, des Polynésiens. Alors évidemment, on avait conclu, on s'est dit, tiens, c'est curieux cette photo-là, puis on n'avait pas trop la date de la photo. On se disait, visiblement, si on regardait les détails, on avait l'impression que c'est une photo qui datait de la fin des années 30. Donc, qui pouvait à peu près correspondre à la période d'Amelia Earhart. Donc, on a supposé qu'il pouvait peut-être s'agir d'une photo prise par les Japonais montrant Amelia Earhart dans le port avec Fred Noonan. Sauf que depuis... cette photographie a été clairement identifiée comme étant une photographie qui avait été publiée en 1935, donc 2 ans avant le vol historique d'Amelia Earhart, donc une photo prise en 1935 et qui avait été publiée dans un simple livre de photos présentant différents endroits qu'on pouvait visiter dans les îles Marshall et Samoa et autres. Donc rien à voir avec Amelia Earhart. Maintenant, la photo a été clairement identifiée et elle peut être exclue du dossier Amelia Earhart. Mais tu sais ce que tu mentionnes à propos de l'histoire de l'aviatrice qui réagit comme espionne? Oui. Même ce scénario-là a été récupéré dans un film des années 30 où on présente ça. Mais cette hypothèse-là, même si elle est fabuleuse, elle fait fantasmer, elle n'a jamais été considérée avec sérieux par les chercheurs. Cette idée-là d'une Amelia Earhart jouant les espionnes au-dessus du Pacifique n'a jamais eu le haut du pavé auprès des historiens. Pour eux, Amelia Earhart s'est bel et bien perdue alors qu'elle tentait de rejoindre l'île Holland et ses équipements étaient défectueux. Puis éventuellement, elle avait le choix. Tu comprends? On essaie de se mettre à sa place et c'est pourquoi on a favorisé les îles Phoenix et en particulier l'île de Nakumaroro. C'est que mets-toi dans la position d'Amelia Earhart. Tu ne sais pas où tu te trouves. Donc, l'île, tu sais quand tu es en ligne droite, l'île de Holland où tu dois atterrir pour te ravitailler est ou bien à ta gauche ou à ta droite. Mais si tu dis, si toi tu es au nord de l'île et tu vires à ta gauche, ta prochaine destination c'est les îles Hawaï. Tu n'as aucune chance d'y arriver. En revanche, si tu es au sud, puis tu tournes vers le nord, tu vas tomber sur l'île Holland, ta destination. Puis si tu tournes au sud, tu vas tomber sur les îles Phoenix où tu pourras éventuellement te poser. Donc, le meilleur choix, si tu étais à bord de l'appareil, le meilleur choix, c'était de tourner vers ta droite. Donc, si Amelia Earhart a tourné à droite, et si elle était à ce moment-là au sud de l'île Holland, la seule destination possible pour elle était les îles Phoenix. Et c'est pourquoi on a toujours favorisé cette série d'archipels, et principalement l'île de Nakumaroro, qui présentait
un État, parce que c'est un petit atoll, donc une île de corail, et elle est relativement plate et aurait permis un amérissage assez facile. Prochain sujet, dis-moi que c'est pas vrai. Il y aurait une plainte officielle qui a été déposée contre l'État de la Californie pour son refus de reconnaître l'existence du Bigfoot. Tu veux que je te dise que c'est pas faux. vrai? C'est pas vrai. Il n'y a pas de plainte qui a été faite pour ça, là. Absolument. Hein? En fait, le Bigfoot fait la manchette cette semaine pour deux raisons. D'abord, dans un premier temps, on n'a rien de moins que la sénatrice Ann Rivers, une sénatrice républicaine, qui a tenté d'introduire un projet de loi très sérieux, le projet de loi 5816, dans l'État de Washington, pour que l'État reconnaisse l'existence du Bigfoot comme étant un cryptide, donc un animal inconnu, faisant partie bel et bien de la faune de l'État de Washington. État d'ailleurs, que je tiens à te préciser, qui est là où on a enregistré le plus d'observations du fameux Bigfoot. Et elle avait donc, son projet était en deux temps, donc dans un premier temps, reconnaître l'existence de la créature, et dans un deuxième temps, là c'est peut-être un peu plus louable et acceptable, elle voulait que le département des transports fasse imprimer des plaques pour les voitures, des plaques d'immatriculation, qui seraient à l'effigie du Bigfoot. Et la vente de ces plaques aurait permis de financer des travaux pour entretenir les parcs de l'État. Donc ça, c'était plus louable. Mais bon, dans les deux cas, c'est la loi en chambre et en discussion, le projet de loi n'a pas passé. Donc, difficile d'être reconnu quand t'es un Bigfoot. Pauvre lui. Hein? Donc, l'État de Washington a dit non pour sa reconnaissance et non pour les plaques. Et c'est curieux parce que tout à fait indépendamment de cette action-là, il y a un individu qui s'appelle Todd Standing. Todd Standing, c'est un peu une espèce d'illuminé. Il est originaire de l'Alberta. Il se passionne pour les histoires de Bigfoot. Rappelle-toi, l'automne dernier, on en avait parlé parce qu'il avait déposé une plainte contre le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique parce que la Colombie-Britannique refusait de reconnaître l'existence du Sasquatch. Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, la créature porte le nom de Sasquatch. Et c'est en Colombie-Britannique qu'on a le plus d'observations de la dite créature. Évidemment, le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique avait pris ça comme étant une grosse blague et effectivement, la plainte de ce Todd Standing a été rejetée. Mais visiblement, notre bonhomme n'en est pas resté là. Il s'est reviré de bord et là, il vient de déposer une plainte la semaine dernière contre l'État de la Californie pour exactement les mêmes raisons, disant que l'État de la Californie refuse de reconnaître l'existence du Bigfoot. Alors là, il faudra voir s'il va avoir plus de succès avec les autorités américaines qu'avec les autorités canadiennes, mais jusqu'à maintenant, ça semble pas nécessairement aller dans le bon sens. D'un autre côté, il faut quand même que je te dise que ce Todd Standing, tout ça n'est peut-être pas sans arrière-pensée, parce que ce Todd Standing est à l'origine d'une nouvelle série documentaire qui est présentée en ce moment sur Netflix, qui s'appelle Discovering Bigfoot. Et c'est mauvais. Ouais. C'est mauvais, là. Tu sais, le type est là, pendant 20 minutes, il regarde un trou là, sur le bord d'un champ, puis ça pourrait être une empreinte de Bigfoot. Mais oui, ça peut être une empreinte de Bigfoot, ça peut être un trou de mulot, ça peut être n'importe quoi. Là, tu sais, là. Puis on dirait que pour faire du temps, brûler du temps, là, de temps en temps, on le voit en habit de camouflage, puis il court dans le bois, puis il imite le cri du Bigfoot. Tu sais, mais c'est mauvais, c'est incroyable. Mais Todd Standing, c'est pas lui qui avait fait une vidéo dans laquelle on voyait un genre de Bigfoot qui était en train de regarder la caméra? Ouais, c'est en plein ça. Une vidéo d'ailleurs qui s'est révélée être une fraude, hein, parce qu'il a utilisé la même technique qu'on connaît bien ici avec les têtes à claques. Hein, c'est-à-dire que il a filmé une espèce de buste statique d'un Bigfoot et puis simplement superposer ses propres yeux et sa bouche sur le buste en question. Puis là, qui fait bouger de gauche à droite et sa bouche, là, tu sais, là. Hey, Raoul, hey, mon Johnny Boy! Tu vois le genre.
Et cette vidéo-là, ben évidemment, a alimenté toutes sortes de controverses, mais ça a été rapidement dénoncé comme étant une fraude. Donc, c'est ce même Todd Standing qui, là, maintenant, a participé, en fait, et est un peu le maître d'œuvre de ce documentaire Discovering Bigfoot, qui est présenté à Netflix. Et on pense, en fait, que toutes ces tentatives, ces démarches, ces, entre parenthèses, esclandres médiatiques ne servent finalement qu'à mousser son émission de télé, en fait. Parce que c'est vrai que sur le plan de la critique, l'émission a connu de très mauvaises critiques dès la présentation des premiers épisodes. Ah ouais. Fait que voilà. Fait qu'on va voir si M. Todd Standing va avoir plus de succès avec les autorités américaines. Mais là, pour l'instant, disons que c'est pas parti pour aller dans ce sens-là. Mon cher Christian, tu t'en viens à Québec faire une conférence? Oui, absolument. J'y serai je serai avec des vôtres le 23 février prochain en soirée. Donc vendredi prochain? Vendredi prochain. Et le 24, donc le lendemain, je serai à l'Université Laval, au pavillon Charles de Coningue, pour présenter ma conférence sur les grandes énigmes de l'histoire. Et les gens, évidemment, on va parler de toutes sortes de trucs. Je vais y parler de Jack l'Éventreur, l'expérience de Philadelphie, l'affaire Dyatlov. Et les gens qui veulent en savoir davantage sur la conférence, sur les détails de la conférence, peuvent tout trouver ces informations-là sur mon site web, lechristianpage.ca. Donc, c'est samedi prochain, le 24, dès 19h30. Merci, mon cher Christian. Ça me fait plaisir. Salut. Bonne semaine et bonne Saint-Valentin à toi sur After the Love.